l'explosion des usages des équipements numériques induits, les équipements induits par les nouvelles révolutions technologiques comme la 5G vont faire grimper, selon les projections scientifiques, nos émissions de gaz à effet de serre à peu près à 8% d'ici 2025. 2025, c'est vraiment demain. L'utilisation n'est pas la seule source de détérioration de l'environnement. Il y a aussi la pollution croissante des écosystèmes, la fragilisation des communautés due à la production de ces équipements, au recyclage de nos appareils, et puis on peut citer aussi l'acheminement. Un chiffre que j'ai appris en travaillant autour de ces thématiques, c'est qu'une donnée numérique parcourt une distance moyenne de 15 000 km. Voilà, 15 000 km. Donc un live ou une photo, c'est 15 000 km. C'est ça, Pascal Plantard, vous avez à peu près les mêmes chiffres, vous n'avez peut-être pas fait le calcul? Non, j'ai pas suivi toutes les données, mais effectivement, c'est souvent le cas. Bon, alors sur cette table, nous allons évoquer donc transition numérique, transition écologique, comment agir concrètement. On va passer à quelques exemples sur le terrain, projet de territoire, du national au local. Alors je vous présente nos intervenants. Marie Guichard, médiathécaire, qui fait partie de la Licorne, une médiathèque tiers-lieu qu'elle va nous présenter comme lieu, et puis aussi par vos activités et vos services. On a Richard Anna, chargé de mission numérique éco-responsable à la direction interministérielle du numérique. On a alors Olivier Dondin, qui est délégué régional Auvergne chez Orange. Et puis Guillaume Benoît, le directeur de la ressourcerie d'Issoire, que vous connaissez peut-être. On est loin, elle est là, elle est loin de la salle animatrice, cette ressourcerie. À 4 minutes en vélo. Ah, donc on peut peut-être même aller faire un saut avant la fin de la journée. Alors, tour de table rapide avec chacun d'entre vous pour présenter la structure. Juste en vraiment deux, trois mots, Marie Guichard, comment présentez-vous la Licorne, cette médiathèque sérieuse? Vous allez prendre le micro. Vous avez une ou deux minutes libres, et puis après ce sera chacun d'entre vous avant quelques questions attendues. La Licorne, que certains connaissent ici, c'est une médiathèque associative. Ça veut dire que c'est avant tout une association et un lieu d'activité culturelle qui a pris en gestion la bibliothèque municipale pour essayer d'en développer les activités et d'élargir l'accès des publics ruraux sur le territoire aux ressources culturelles, à la connaissance et donc aussi au numérique. Je pense que ces dernières années, on a beaucoup travaillé justement sur l'accès des publics en ouvrant un espace numérique, mais aussi un espace France Service, et en développant une médiathèque mobile qui propose dans des villages, qui propose pour moi, c'est en expérimentation, dans 2 villages du territoire, des services de lecture publique et de médiation numérique. Après, on pourra... Oui, on va en reparler. Voilà, ce sera intéressant de discuter de ces questions. Oui. Peut-être Richard, Anna, vous allez parler après, parce qu'on vous garde un temps un peu plus long pour faire une introduction avec quelques chiffres et quelques données. Olivier Dondin, donc, en tant que délégué régional Auvergne chez Orange, on connaît Orange. Malgré tout, présentez-nous la structure, quelques chiffres et votre mission. Oui, tout à fait. Orange, donc, vous devez connaître l'opérateur. Donc, nous, notre mission première, c'est de déployer des réseaux. Des réseaux, on avait en cuivre, maintenant de déployer un réseau fibre, plus la 4G, les réseaux mobiles et la 5G. Ce sur quoi je vous parlerai plus profondément, c'est tout ce que l'on fait autour de l'inclusion numérique, justement, parce qu'il ne suffit pas juste de créer des réseaux, comme vous l'avez dit, Monsieur Plantard. Il faut aussi que les gens puissent l'utiliser, que ce soit financièrement ou aussi en matière de connaissances et de compétences numériques. Et puis aussi une autre partie sur laquelle on agit beaucoup sur la consommation en fait, énergétique de ces réseaux et puis de tout l'environnement qui est autour, parce que les réseaux, on va voir, ils consomment de moins en moins en tant que tel. La 5G est très économe par rapport à la 4G, la fibre 4 à 5 fois plus économe que le cuivre. En revanche, ce qui coûte, c'est les terminaux, donc les téléphones. Ça, c'est énormément impactant sur et puis après, c'est le flux de données. Il y a des données intéressantes, il y a des données beaucoup moins intéressantes, en effet, qui font perdre du temps
souvent à nos enfants ou voire à des plus grands que des enfants. Mais bon, donc voilà, c'est la responsabilité qu'on a là-dessus, mais je vous en dirai un petit peu plus sur ces deux aspects. Ok, merci. Je ne reviens pas sur les chiffres d'Orange, c'est un très gros opérateur, multi-international, etc. Mais sinon, ça me noierait de chiffres. Et Guillaume Benoît, pour la ressourcerie, un petit mot. Oui, alors la ressourcerie, il y en a 150 en France, il y en a 4 dans le Puy-de-Dôme. Ce sont des associations qui collectent des objets, les remettent en état, les vendent d'occasion, font de la sensibilisation à la protection de l'environnement. Donc en ce qui nous concerne, on récupère aussi beaucoup d'objets informatiques. On a reçu hier 200 claviers USB, dont une école qui a refait son parc informatique. Donc voilà, le lien avec ces sujets, à la fois côté récupération d'objets pour remettre en état des appareils, et dans notre rôle de sensibilisation, le lien avec le tissu associatif local, on a pu organiser des ateliers de formation informatique pour les bénévoles. Et donc, ça sera un exemple qu'on développera tout à l'heure. D'accord. Et puis, Richard, Anna, donc, en tant que chargée de mission numérique et co-responsable à direction interministérielle du numérique, vous allez avoir un propos qui va peut-être introduire aussi nos échanges avec quelques chiffres. Juste pour poser un peu le contexte, on vit une grande accélération, c'est depuis un siècle à peu près, surtout dans ces dernières décennies, en fait, sur différents indicateurs de bien-être, de santé, de production de richesse, et aussi on peut appliquer ça à l'accélération du numérique. En fait, c'est assez exponentiel, et ça donne des choses comme ça. On a des autoroutes géantes aux États-Unis, mais aussi en France. Un ciel qui est chargé et encore ces captures pour une période Covid. Donc aujourd'hui c'est un peu plus. Malheureusement la fête est finie et c'est vrai que du coup je vais pas parler de l'anthropocène. C'est vrai que la grande accélération c'est quelque chose qui s'inscrit dans l'anthropocène, c'est-à-dire les activités de l'homme ont des impacts sur la géologie de la planète, notamment les plus connus, c'est l'effondrement de la biodiversité, le changement climatique, les différentes crises hydriques, le dépassement des planétaires, en fait, en somme. Peut-être pas la coupe du monde au Qatar, quoique, on peut l'inscrire dedans. Concernant le numérique, en fait, c'est vrai qu'on l'a un peu souligné tout à l'heure, c'est selon différents indicateurs environnementaux, c'est surtout la fabrication des équipements numériques qui concentre la majorité des impacts environnementaux. Si on regarde suivant les distributions entre équipements utilisateurs, réseaux et centres de données, pareil, selon différents indicateurs environnementaux, c'est surtout les équipements utilisateurs qui concentrent la majorité des impacts, tout simplement parce qu'ils sont très nombreux, beaucoup plus nombreux que l'infrastructure, réseau et les centres de données. Et puis, surtout que le renouvellement est très rapide. Bien sûr, l'idée, c'est pas non plus de négliger l'empreinte du réseau du data center, mais c'est pour remettre un peu en perspective, parce que c'est vrai qu'on entend souvent parler des usages ou des centres de données. En fait, il faut avoir une vision systémique de tous ces impacts. Et tout commence dans une mine, puisqu'en fait, notre monde est très matériel, en fait. Dans cette salle, vous allez voir, il y a du bois, il y a du métal. Tout ça sort du sol. Et la particularité du numérique, c'est qu'on a besoin de beaucoup de diversité de métaux. Si vous regardez le tableau périodique des éléments de DLF, en fait, ça couvre à peu près tout. Tout ça, c'est dans nos smartphones. Là, c'est une représentation d'un artiste qui a représenté une goutte de cuivre en 3D. De ce que ça représente dans l'extraction dans une mine. En fait, on excave énormément de matière pour sortir vraiment un petit peu de matière. Pour l'or, par exemple, ça représente 1 gramme d'or pour 1 tonne de matériel excavé, traité avec des produits chimiques, etc. Donc, avec des impacts sur la population, notamment ici. Moi, je parle de numérique qui, comme toute activité humaine, qui repose sur une extraction. Alors, c'est pas moi qui le dis en fait. C'est une extraction sur une industrie extractive prédatrice, coloniale et dangereuse. C'est issu d'un rapport de l'association CISTEC sur les controverses minières. Et selon l'UNICEF, c'est 30 à 40 000 enfants qui sont esclavagisés dans les mines
mines de cobalt en République démocratique du Congo. À la fin de vie des équipements, même si en France on est assez exemplaire là-dessus, où on a entre 60 et 70% des équipements qui sont traités en France. Globalement, le monde occidental envoie les équipements électriques et électroniques, donc les fameux déchets d'équipements électriques et électroniques, notamment en Afrique, en Asie, pour être traités. Concernant le numérique, est-ce que finalement, ça rejoint d'autres enjeux, des enjeux c'est vrai que c'est notre sujet du jour, transition écologique et transition numérique, mais est-ce qu'on a le temps finalement de parler de transition écologique, ou est-ce qu'on va plutôt être dans une transition un peu subie avec des adaptations aux crises, telles qu'on les connaît aujourd'hui, sur l'approvisionnement. Aujourd'hui, vous connaissez tous la pénurie en semi-conducteurs, pénurie qui a été créée bien sûr par la période Covid, la relance derrière qui est très rapide, mais il y a eu des causes dont on a peut-être un peu moins parlé, c'est le changement climatique. Typiquement, c'est Taïwan qui produit peut-être 90% des semi-conducteurs mondiaux, qui a connu une sécheresse à Taïwan assez énorme. Et donc, ils ont, en fait, pour produire des semi-conducteurs, il y a besoin de millions de mètres cubes d'eau pour traiter pour produire ces équipements. Donc, il y a ce problème de lien entre le numérique et le changement climatique, dès l'approvisionnement, en fait. Les enjeux de cybersécurité, bien évidemment, les enjeux d'interdépendance et de souveraineté, on l'a souligné tout à l'heure, notamment par la Chine pour les matériels. Et puis, il y a la question de transition énergétique qu'on a souligné tout à l'heure, où en fait, le numérique consomme effectivement de la matière du sol, mais aussi consomme de l'énergie, de l'électricité, qui est en nette augmentation depuis ces dernières années, parce que nos usages explosent. Et du coup, là où aujourd'hui, il y a une tribune dimanche où les opérateurs d'énergie nous disent soyez sobres. En fait, le numérique expose tout ça. En fait, là où il faut aller vers la sobriété, en fait, on est en train d'accélérer. Pour finir cette petite intervention, c'est quelques actions clés pour lutter contre ce que j'appelle le gaspillage numérique. Parce que, bien évidemment, je ne vais pas revenir sur les bienfaits du numérique, ça on le sait tous, mais il y a beaucoup de gaspillage. Donc les principaux leviers, c'est allonger la durée de vie des équipements, oublier le tri des mails, tout ça, si vous voulez, faites-le. Honnêtement, là où il y a le plus d'impact, c'est allonger la durée de vie des équipements, réduire le nombre d'équipements et la taille des écrans. Typiquement, les écrans allumés dans les transports 24 heures sur 24 qui les messages un peu greenwashing, on pense toujours à l'école à lumière quand on parle, c'est pas possible. Le levier, c'est chasser les sources d'obsolescence. Ça passe, je reviendrai peut-être tout à l'heure, ça passe par l'éco-conception, le logiciel libre, comme on l'a souligné tout à l'heure. Et puis, vraiment intégrer les dimensions sociales et environnementales dans tous les choix de numérisation. Moi je parle de numérisation, pas de dématérialisation. Parce qu'en fait, il n'y a jamais eu de dématérialisation, on a matérialisé d'une autre manière. En fait. On a viré le papier, on a mis une infrastructure numérique à la place. Donc, dans tous les choix de numérisation, et bien évidemment, refuser les usages inutiles, et finalement, c'est peut-être le plus compliqué. Je ne sais pas si je parle de ça maintenant, vous me dites, sur l'aspect réglementaire. Oui, vous pouvez. Ouais, on enchaîne. Et on garde tout ce qui est guide et ouais, on laisse ça. Ouais. Donc, juste pour parler de l'aspect réglementaire, peut-être que vous les avez très rapidement, il y a pas mal de lois qui ont été publiées récemment. Donc, en 2020, la loi AGEC, anti-gaspillage et pour l'économie circulaire, avec pour l'achat public, l'achat reconditionné ou ici du recyclage à minima de 20% sur le montant d'achat et suivant les segments d'achat. Pour l'instant, c'est pas mis en œuvre. Au niveau d'État, c'est en cours de stratégie de sourcing, etc., notamment avec les acteurs de l'ESS, l'économie sociale et solidaire.
Déploiement d'un indice de réparabilité, hein, vous l'avez peut-être vu en boutique ou en ligne, avec une note de 0 à 10, qui deviendra indice de durabilité en 2024. Et cet indice de réparabilité doit être pris en compte dans l'achat public. Pour l'instant, pareil, à la connaissance, c'est pas encore il faut attendre le décret d'application. Mais vous n'avez pas besoin de l'attendre pour le mettre en œuvre dans vos achats. Vous pouvez très bien dire, moi je veux un indice de réparabilité supérieur à 7 et demi. Plus récemment, en novembre, il y a la loi RED, la réduction de l'empreinte environnementale du numérique. Il y a pas mal de choses sur la formation et la sensibilisation, notamment dans les premiers articles. Je vais souligner juste 2 articles aussi. C'est l'article 16, favoriser la mise en place des équipements fonctionnels, notamment en donnant à des associations ou en vendant à la solidaire, c'est encore de matériel intéressant. Et puis il y a l'article 35, donc, comme il y a des collectivités parmi nous, c'est pour moi une stratégie numérique responsable dans les territoires. En fait, dès janvier 2023, il faut démarrer un programme, une stratégie numérique responsable, donc un plan d'action sur les achats, les emplois, les services numériques. Donc là, c'est une obligation légale. Bon, évidemment, il n'y a pas de sanction. Donc on verra comment ça va avancer, sachant que l'accessibilité. Non, mais je dis ça parce que sur les questions d'accessibilité, c'est la loi l'a imposée depuis 2005. Effectivement, on l'a souligné tout à l'heure. En fait, les services publics numériques sont encore très peu accessibles. Accessibles au sens situation de handicap, pas accessibles au sens autorisé. Avec les autres intervenants aussi, c'est mis en place pour avoir un numérique peut-être un peu plus responsable, un peu plus écologique et accessible. Alors peut-être avec vous d'abord, Marie Guichard, qu'est-ce que vous faites à la médiathèque tiers-lieu, la Licorne, qui va dans ce sens? Alors, dans le sens du numérique responsable en termes écologiques, on n'est pas encore très avancé, mais on bosse dur sur un dossier, un projet qu'on va proposer pour le budget écologique citoyen, qui est un dispositif financier dans le Puy-de-Dôme qui est très intéressant, je trouve, et que je vous invite à investir parce que ça permet de financer des projets. Donc nous, on propose des projets. Oui, on le dépose ce soir d'ailleurs. C'est la deadline, 18h aujourd'hui. Et c'est en direction des collégiens du territoire sur lequel on intervient, notamment autour du téléphone portable et justement de travailler avec eux sur toute l'année sur du début à la fin, de la fabrication jusqu'au recyclage des... Donc là, on est en plein dans le sujet. Donc voilà, jusqu'à la fabrication d'énergie avec leurs petits pieds et leurs petites jambes et tout ça, voilà. Donc on vous en dit pas plus, c'est pas là-dessus qu'on est les plus forts jusqu'à maintenant, mais on va essayer de s'améliorer. Au moins au niveau de nos pratiques en tant que professionnels. Nous, je pense qu'on intervient plus pour le moment sur l'inclusion numérique, à la fois en essayant de travailler avec des structures du handicap, l'EHPAD, le Covid nous a beaucoup ralenti dans ces démarches-là, mais là on est bien reparti. Et avec la médiathèque mobile, donc la mémo, dont l'idée c'est d'aller vers les publics les plus éloignés. Après, je pense que nous, on ne conçoit pas, je dis nous parce qu'on est une équipe, je les représente aujourd'hui, mais on est nombreux à intervenir, on ne conçoit pas la médiation numérique comme un volet indépendant de la médiation culturelle en fait. Et en ça, parce que sinon je pense qu'on va reproduire à l'infini les fractures, c'est-à-dire qu'on est sollicité par des élus sur des petites communes parce qu'il y a un besoin et une demande de leurs administrés de ne pas rester éloignés du numérique, mais en même temps on voit bien que quand on y va, si on vient juste en proposant des services numériques, de la médiation numérique, on va reproduire la même fracture, à savoir que ceux qui en fait ne se sentent pas capables, se sentent sur le côté, de toute façon sont dans une représentation d'exclusion qui fait qu'ils ne viennent pas. Ils viennent pas, donc c'est quand même un travail de longue haleine. On voit que ceux qui reviennent le plus, on est sur une expérimentation de 6 mois, c'est très très court pour ce genre de choses, que ce soit dans des sites
plus vaste, enfin voilà, urbain ou sur des petites communes. Elle intervient sur des toutes petites communes, mais ceux qui viennent, ils viennent parce qu'ils ont envie de discuter avec des gens. Ceux qui reviennent parce qu'ils ont envie de discuter autour du numérique ou autour d'autres choses, et ils reviennent pour les livres en fait, parce qu'on amène aussi un service de lecture publique. Et je pense que vraiment il faut être attentif à pas répercuter cette fracture numérique à l'infini, parce qu'elle résonne avec d'autres mécanismes d'exclusion et d'isolement. Donc c'est vraiment peut-être sur d'autres leviers qu'il faut s'activer. Ça demande du temps, ça demande des moyens, du coup, forcément, parce qu'on vient dans une régularité, mais il faut qu'on soit aussi présent sur d'autres temps, justement, pour ceux qui ne viennent pas jusqu'à nous dans ces espaces qu'on essaye de leur ménager dans les villages. Et puis aussi veiller à pas être les promoteurs d'une uniformisation des pratiques. On n'est pas obligé d'être connecté. Pascal Plantin en a beaucoup parlé. Il y a de la déconnexion volontaire et puis il y a de la sobriété aussi délibérée, et qu'on n'est pas obligé d'être hyper connecté. Il ne faut pas que ce soit une injonction, mais plutôt une rencontre qui peut se faire et un échange autour de nos pratiques, de façon à faire lien, à faire culture commune, mais c'est pas une fin en soi que d'être connecté, je pense. Voilà. Après, la question des jeunes qui a été abordée, évidemment, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ne savent pas faire, mais je pense que nos arrière-grands-parents, nos grands-parents s'imaginaient pas que parce qu'on faisait de la guitare électrique, on était capable d'installer tout un système électrique dans sa maison. C'est un peu la même chose en fait. C'est pas parce qu'ils font des TikTok ou qu'ils savent faire un peu des edits, du montage et de la musique qu'ils savent faire des CV, qu'ils sont super calés pour aller sur le web, faire tout un tas de choses. Voilà. À la ressourcerie, comment vous faites pour justement une meilleure inclusion numérique dont vient de parler Marie, et puis un peu plus loin, cette sensibilisation à l'écologie? Alors nous, l'abordement ce sont les objets, les objets sur lesquels vous êtes assis, c'est des objets secondaires qui sont passés dans nos ateliers. Donc à partir de ce prétexte de traiter les déchets, on associe beaucoup de personnes, c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, beaucoup de publics différents qui transitent par la ressourcerie. Et nos projets, ils vont être en lien avec le jugement d'objets qu'on a, les problématiques qui sont apportées par nos usagers et les compétences de notre équipe salariée et bénévole. Et on s'est rendu compte, on travaille beaucoup avec les associations de solidarité du territoire d'histoire, qu'il y avait une méconnaissance de sujets informatiques pour travailler en tant que bénévole dans les associations, pour organiser une réunion, faire une visioconférence, notamment dans le cadre du Covid, pour faire des comptes rendus en ligne. Donc on s'est rendu compte que dans l'équipe, et d'ailleurs j'ai vu dans le l'histoire qu'il y avait un des formateurs qui avait participé, bénévole aussi, qui a fait partie de cette formation. On s'est rendu compte qu'on pouvait mettre tous ensemble, travailler avec le financement du Fonds de développement de la vie associative pour faire financer ce temps de travail. Et on a monté sur 3 sessions, 3 années, des formations d'initiation au numérique avec un volet aussi numérique responsable pour les bénévoles. Merci pour votre introduction. Il y a beaucoup de choses que je dois demander. La paix est finie, je pense que ça résout tout le contexte. Donc voilà, en partant de nos objets, des compétences et des besoins, on a mis tout le monde autour de la table pour cette formation. Et on s'est rendu compte qu'il y a un vrai besoin, que les buts sont différents, que ce soit les bénévoles retraités, les bénévoles actifs, les mêmes connaissances, les outils qui existent, les logiciels dont vous parliez tout à l'heure. Donc le prétexte de la ressourcerie à partir des déchets, c'est de faire ces lieux de rencontre. On est parti à un lieu, mais on travaille en diabète, les bénévoles, qui étaient des gens-là. En disant que les compétences doivent être partagées entre ceux qui les ont, ceux qui en ont besoin. Et on a pu mesurer directement des réunions après entre bénévoles qui ont été facilitées. Je vous donne des exemples. Envoyer un sondage pour choisir une date, des documents partagés plutôt que des pièges-joints, c'est plus quelle est la bonne version, des conseils aussi techniques sur l'obsolescence du matériel. Et d'année en année, on s'est rendu compte que ce qui était important aussi, c'est un temps individuel. Donc les temps collectifs sont importants, il y a des partagés aussi, que le voisin qui a réussi à avancer un peu sur l'exercice montre sa voisine, mais qu'il fallait aussi prendre un temps de questions et réponses
choses soient confortées dans leur usage et pratiques. Voilà, on a fait, ça a été quelques sessions sur 3 années. Les acteurs numériques qui sont là le connaissent ce besoin. Il y a besoin de régularité. Et pour l'instant, c'est ce qui manque dans le paysage associatif, dans le paysage professionnel aussi. Donc, c'est un chantier vraiment bien important d'arriver à renouveler ces ateliers et à proposer des nouveaux bénévoles forts, des nouveaux bénévoles, et ainsi de suite. Alors, on passera peut-être au volet écologique tout à l'heure. Monsieur, c'est Olivier, je crois, oui, Olivier Dondin, qu'est-ce qu'une entreprise comme Orange peut faire pour une meilleure inclusion numérique? Oui, alors en fait, je voulais juste rappeler, nous, il y a 4 ans, on a été d'ailleurs la première ou la deuxième société du CAC 40 à inscrire même dans nos statuts une raison d'être qui est vous allez voir, assez large, hein, qui nous. Alors on se veut, non, en tout cas c'est notre boussole, c'est un peu notre aspiration depuis déjà pas mal de temps, mais en tout cas on l'a inscrit. Acteur de confiance, en fait, qui donne à chacune et à chacun les clés d'un monde numérique responsable. Donc forcément, on prend cette cause peut-être plus que d'autres, puisqu'on est complètement dedans. On le voit, nous, on a le chiffre de 14 millions d'exclus, donc ça montait à 13, à 18, il y a plusieurs chiffres. Quoi qu'il en soit, il y en a beaucoup trop. Et là-dessus, donc, plus que de déployer nos réseaux, ce qu'on veut, c'est les rendre accessibles, donc d'un côté financièrement, et puis d'un côté aussi sur les usages. Alors financièrement, je parlerai juste de quelques offres qu'on a. Vous les retrouverez, j'ai laissé des petits leaflets dans le hall d'accueil. On a une offre qui est assez emblématique, qui a été lancée d'ailleurs un peu hasard du calendrier au début du confinement. C'était prévu comme ça, qui est l'offre Coup de pouce Lightbox, qu'on a justement construite avec des associations. Ça s'est passé en Nord de France, pas en Auvergne, mais bon, finalement maintenant on la vend ici. C'est une offre qui est exactement, c'est pas une offre low cost, c'est une offre qui est la même que n'importe qui paierait ses 30 ou 40 euros par mois pour avoir de la fibre ou son internet, téléphone, télé. Sauf qu'elle est à un petit peu de 19,90 sans engagement. Et en gros, pour tous les foyers qui ont un quotient familial inférieur à 700 euros de la CAF, de la MSA, et bien, ils ont accès à cette offre qui est donc l'offre exactement comme tout le monde et pas une offre low cost avec moins de services, avec moins de choses. Et ça a marché? Ça marche très bien. Aujourd'hui, on les déploie. Alors, c'est accessible dans les boutiques, mais aussi par Internet ou au téléphone. Donc, vraiment sur tous les canaux. On en vend une dizaine par boutique en Auvergne, par semaine, donc ce qui est beaucoup. Et donc, par le biais parfois d'associations, en fait, c'est des personnes qui doivent venir. En tout cas, je parle à toutes les associations de le faire connaître. Vous verrez les petits leaflets. Et quand une personne souscrit à cette offre, elle a accès aussi à un terminal, un ordinateur portable, parce que c'est ça aussi de pouvoir mettre à disposition, à 169 €. Et en fait, ce sont d'ailleurs les ordinateurs des personnels Orange, parce que forcément, nous, on est équipés, que l'on reconditionne, qu'on remet à neuf, que l'on garantit 1 an, et qui, à 169 €, payables en 4 fois sans frais, permettent au plus grand nombre d'y accéder. Alors que c'est parfois beaucoup plus cher. Au moins, voilà, une deuxième vie, puis je reviendrai après sur les téléphones tout à l'heure. On a ça, on a le Fonds de solidarité logement, donc on travaille avec les départements, la métropole de Clermont, où là, pour des personnes, des foyers en difficulté, eh bien, on fait des annulations de factures sur les dossiers qui nous sont présentés par les CCAS, donc départementaux ou métropolitains. Et donc, on annule plusieurs mois, alors pas ad vitam, mais plusieurs mois de factures à payer, ce qui permet à des personnes de passer des cas difficiles. Et on a aussi l'abonnement fixe, du téléphone fixe à moitié tarif pour les bénéficiaires du RSA, des allocations handicapées. Mais alors, ce que je voulais aussi surtout dire, parce que c'est très local, donc ça c'était pour la partie financière. Pour la partie des usages, ça fait déjà 7 ans que l'on anime des ateliers numériques. Donc, c'est un parfait complément avec les conseillers numériques depuis quelques mois ou quelques années. Donc, on met à disposition des salariés Orange qui sont formés. On les met à disposition de la collectivité qui, elle, a juste, entre guillemets, à trouver une salle et on convient d'une date ou de plusieurs dates. Et donc, le jour J, un atelier d'1 heure, 1 heure et demie va être déployé par le salarié Orange, totalement gratuitement, pour
des gens qui sont clients Orange ou pas du tout, ou clients d'autres opérateurs, on est complètement ouvert. Et sur des thèmes, sur garder le contact avec nos proches, protéger ses données personnelles, utiliser les réseaux sociaux, ou juste prendre en main son smartphone, ou son nouveau smartphone. On en a déployé sur API récemment, donc à Issoire, à Arthur Cruz, à Rosal-Mulguet, à Ternan, à Pardine, au Vernet, à Saint-Babel, Plauza, et j'en passe. Et on continuera à en faire. Et ce n'est pas du tout une activité concurrente de celle des conseillers numériques. Au contraire, je pense que plus il y a des initiatives comme ça, à tous les niveaux, État, département ou agglo, le mieux ce sera. Une petite dernière chose, parce que ça aussi c'est un petit appel à ceux qui voudraient être aidés. On a une Fondation Orange, ça fait 30 ans. Elle était initialement sur la musique, musique vocale et autisme, qu'on continue. Mais depuis une quinzaine d'années, on est énormément axé sur l'inclusion des jeunes et des femmes. Alors les ateliers, ils étaient surtout en voie à destination parfois des seniors, mais pourquoi pas aussi d'autres populations. Donc là, la fondation, c'est jeunes et femmes, et donc c'est des appels à projets. Donc moi, j'invite vraiment les associations du Puy-de-Dôme, mais d'Auvergne aussi, à aller sur le site de la Fondation Orange pour aller répondre à ces appels à projets, parce qu'on donne pas, il n'y a pas assez de gens qui viennent répondre à ces projets, et donc on nous donne, enfin la Fondation donne pas beaucoup d'argent en Auvergne, donc à chaque fois que vous avez postulé, si le dossier tient la route, vous allez pouvoir être accompagné. Ça va être de 2 000 à parfois 45 000 euros, donc en fait c'est intéressant. Et donc inclusion jeunes et femmes, donc les missions locales. Et là, je reprenais vos propos tout à l'heure, Monsieur Plantard. On a notamment accompagné la mission locale de Moulins. Et là-dessus, on leur fait passer justement des passeports numériques et qui va essayer d'outrepasser juste le principe d'utilisation numérique sur du jeu en ligne ou des choses que, voilà, qui peuvent être sympas, mais bon, voilà. Et plutôt les emmener, et puis aussi les sensibiliser au risque de leur empreinte numérique sur les réseaux sociaux, et naturellement les emmener sur plutôt la création de CV ou du côté un peu plus intelligent, on va dire, entre guillemets, du numérique pour les sortir. Et on accompagne aussi des maisons digitales autour de centres d'information du droit de la femme. Donc ça, c'est pour la population féminine, des Fab Labs, des tiers-lieux solidaires. Donc en gros, vous pouvez postuler pour être accompagné et ce sera très bien. Et alors, une dernière chose sur l'inclusion, là encore pour rebondir, parce que c'est très intéressant ce que vous avez dit, monsieur Plantard. Là, tout ce qu'on dit, et nous, là, je vais parler au nom d'Orange, donc c'est un peu les collectivités, les opérateurs ou les acteurs privés ou publics. On est là pour essayer de réinclure les gens de tous âges dans un numérique peut-être plus inclusif et puis peut-être un peu plus intelligent, comme je disais. Mais vous l'avez dit à la fin de votre intervention, on n'appuiera jamais assez le rôle des parents. Moi, je dis les parents et l'éducation, mais l'éducation, bon, c'est aussi un grand organisme, difficile à faire bouger. Mais les parents, et notamment, vous parliez du chantage affectif, alors là, on est complètement dedans. Il y a aussi une autre chose qui est le temps disponible des parents, notamment des familles monoparentales. Donc malheureusement, en effet, quand on n'est que un, eh ben, on n'est pas deux. Donc on a 2 fois moins de temps. Je pense que, moi, je vous dis à titre individuel, mes enfants sont collégiens, ils n'ont pas de téléphone portable, ils n'en ont pas avant longtemps, et avec un minimum d'une certaine moyenne, etc. Bref, je ne sais pas jusqu'à quand je tiendrai, mais pour l'instant je tiens. En revanche, mon fils, il se débrouille très bien sur PowerPoint. Et ils ont 12 ans, donc c'est facile, pour l'instant ils sont en 6e. Donc ils passent en 5e, mais en 5e ils n'auront pas de téléphone. Donc on verra jusqu'où ça tient. Mais mon fils, voilà, il était délégué de classe, il maîtrise maintenant parfaitement PowerPoint parce qu'il faisait ses présentations du club culturel, du machin, de toutes les sorties qu'il faisait. Et je préfère qu'il passe du temps, voilà, sur PowerPoint à savoir faire le truc et plutôt que de perdre du temps, voilà, sur des téléphones. Mais là encore, on verra combien de temps on tiendra. Mais on est 2, on va tenir avec mon épouse. Et voilà, donc le rôle des parents, il est hyper important, et notamment d'arriver à aider les parents qui, eux, sont en difficulté, parce que c'est plus simple de mettre les enfants et de leur acheter une Swift. Voilà, on n'a pas de
Swift, pas de console, machin, parce que c'est plus simple et ça crée moins. Mais passer du temps avec son enfant, ça prend du temps, mais c'est aussi super. Et voilà. Bon, c'était le petit mot perso. Je pense à on se retrouve dans ce discours. On va passer peut-être plus au volet écologique. Alors la ressourcerie, forcément, là vous êtes en plein dans le réemploi de l'outil informatique. Est-ce que vous avez beaucoup d'ordinateurs et d'outils informatiques qui vous parviennent à Histoire? Oui, on reçoit beaucoup d'objets de l'ordre de 5 tonnes par an sur l'informatique, sur les 200 tonnes qu'on traite en général. Donc, dans la loi, vous avez cité tout à l'heure, anti-gaspillage économie circulaire, les ressourceries sont les acteurs de l'ESS qui peuvent être habilités, comme l'AMUS, comme d'autres, pour recueillir les objets, donc soit leur donner une seconde vie en tant qu'objet, donc à partir de 2 ordinateurs qui fonctionnent pas, en faire un qui fonctionne, quitte à y mettre un système d'exploitation libre et léger. Ou alors, c'est dans la bonne filière de traitement des déchets, dans son reçoit, il y a malheureusement un bon 50% qui ne peut pas avoir de seconde vie. Voilà, on a déjà parlé d'obsolescence, il y a des choses qui ne sont pas faites pour durer. On ne peut pas y passer du temps de réparation, du temps de changer les composants pour le long terme. Donc ça donne voilà, un bon traitement des déchets. On a vu tout à l'heure une diapositive où il y a une trentaine de pourcents des déchets électriques et électroniques en France qui sont recyclés hors France et dans des conditions contrôlables. Donc c'est pour ça qu'on va faire le geste de bien trier et de bien flécher son déchet électrique et électronique auprès des déchetteries, auprès des acteurs du rapport solidaire aide à ce que ce pourcentage baisse, parce que le déchet soit traité dans des bonnes conditions. Il faut dire que beaucoup de personnes sur l'échelle ne se posent pas la question, ne savent pas ce qui arrive une fois que le déchet est posé à la déchetterie, une fois qu'il est confié à un acteur du recyclage par exemple. Alors voilà, c'est des données qui sont libres, il y a beaucoup de reportages sur Internet, vous voyez, sur ce que font les éco-organismes. Vous voyez, quand on achète un objet électrique neuf, on paye une contribution de quelques centimes, c'est sur les caisses, qui vont financer le recyclage ou le réemploi des objets. Et dans la hiérarchie de traitement des déchets, l'Europe recommande de mettre le paquet sur le réemploi, c'est-à-dire donner une seconde vie à l'objet qui dure en tant qu'objet, avant le recyclage, qui est le recyclage de matière, avec du démantèlement, du plastique, du métal, des métaux précieux. Et malheureusement, on se rend compte que dans la réalité, c'est le recyclage qui est prioritaire, qui concentre toute la communication de l'État, toutes les initiatives qui existent, tout l'argent public est prioritairement sur le recyclage et non sur la réemploi. Donc il y a un travail plaidoyer que fait la ressourcerie aussi pour que voilà, on aboutisse à des lois comme la loi GEC. Et voilà, on va dire qu'on fait beaucoup, mais il reste un pas énorme à franchir sur le traitement des déchets informatiques. Tout ce qu'on reçoit, on ne peut malheureusement pas la traiter. Quand je dis on, c'est à la SOA et en général les ressourceries des AMUS. Oui, ça représente combien à peu près? Vous recevez combien de matériel est remis en vente, reconditionné et remis en vente? Un pourcentage, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup que vous faites repartir après où? Voilà, alors on travaille avec l'éco-organisme écologique, donc c'est l'entreprise qui fait un collecteur de déchetterie et des appareils électriques, voilà, qui travaille de façon nationale. Donc voilà, je vous ai dit 5 tonnes à peu près d'appareils informatiques qui arrivent à la ressourcerie chaque année, sur les 200 tonnes qui transitent par un locaux, et la moitié à laquelle on arrive à une seconde vie. Je vous donne un exemple de parc informatique, régulièrement, la gendarmerie, le collège, les universités renouvellent leur parc, et donc nous fournissons d'appareils totalement fonctionnels, les souris, les claviers, les écrans, et qui là peuvent partir sans problème, juste un test dans notre atelier, vérifier qu'ils fonctionnent, et ils peuvent directement donner des solutions. Et ils repartent à quel prix? Alors nous, on est une association un peu lucrative, le but c'est d'être acquis par la fin de l'année, mais pas de faire des bénéfices qui sont redistribués. Pour le projet associatif, donc le prix est 5 € pour un écran, 2 € pour une souris. On peut dire que pour 50 €, on a une tour et tout ce qu'il faut pour utiliser un usage de recyclage classique. Le but, c'est pas que ce soit un frein. Ouais. Et alors, on peut revenir sur les logiciels libres quand même, parce qu'ils ont été cités plusieurs fois par vous, Pascal, et puis par vous aussi. Aujourd'hui, quels sont encore les freins à leur utilisation? On peut se poser la question de pourquoi ne sont-ils pas plus utilisés par nous tous aujourd'hui au quotidien, par les administrations, la fac? Alors peut-être que vous compléterez, mais avant tout les connaissances. Depuis l'école, on est sur un environnement de travail où
les environnements sont proches de l'ensemble et visuellement on est assez moderne. Il y a peut-être une peur de l'inconnu, tout simplement. Et puis, voilà, les habitudes. Peut-être le fait aussi que quand on achète un ordinateur ou un téléphone, il y a déjà le système d'exploitation dessus. Je comprends. Oui, vous êtes en train de parler, Pascal. Non, parce qu'il y a plein de choses intéressantes. Donc, juste sur les logiciels libres. Juste sur les livres, sur le logiciel, c'est finalement la question de comment on installe une norme sociale d'usage. Et comment on installe une norme sociale d'usage, évidemment, il y a les présupposés de l'école. Ensuite, il y a le marketing qui joue. Il y avait un bouquin il y a une dizaine d'années qui s'appelait Le Hold-up planétaire de Roberto Di Cosmo qui décrivait comment Microsoft s'était installé comme système d'exploitation majoritaire. Et puis, malgré tout, je reviens sur la question de tout à l'heure des faveurs, l'illustration que je vous ai montrée, il y a encore une certaine culture du libre qui fait qu'elle peut être portée par des gens qui ne sont pas portés vers la médiation numérique, la diffusion, etc. Et je pense qu'on reprendra ça tout à l'heure, parce qu'il y a vraiment des choses sur lesquelles j'aimerais bien dire au-delà de logiciel. C'est un boulot collectif et c'est un boulot de co-construction, c'est un boulot de prescription collective. Alors je vais vous donner une illustration. Une grande partie des universités aujourd'hui ont décidé d'arrêter d'équiper leurs salles informatiques et leurs postes dans les universités avec la suite Microsoft, mais on est sur OpenOffice, on est sur Linux, etc. Les CNAC ne suivent pas encore, mais ça serait bien que ça pousse. Ah oui. Et plusieurs du co-signé, je ne sais pas combien de tribunes, pour que ça avance, et il faudra continuer à le faire. Et puis à un moment donné, en commençant par tout un tas d'usages de base, en fait, il y a un moment donné où ça va commencer à rentrer dans les familles, en sachant que j'ai adoré, je reviendrai dessus, j'ai adoré votre passage privé, parce que pour moi c'est un des enseignements les plus forts du confinement. Je reviendrai sur ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est un effort, c'est un vrai effort. C'est-à-dire que même moi qui milite sur ces questions-là depuis longtemps, j'ai été 15 ans administrateur de la FARS, donc Fondation pour les solidarités, des associations d'insertion sociale initialement, donc je connais bien aussi ce secteur-là. Et en fait, même moi, quand j'interviens avec vous, je me balade avec moi, mais ça fait 30 ans, quoi. Et donc ça demande un effort, finalement, de passer au libre globalement, effort dans lequel on a besoin d'être finalement accompagné, rassuré, que ce soit les acteurs professionnels et encore plus les publics. Donc il y a des décisions techniques et politiques qui doivent être posées, par exemple les universités, par exemple l'État. C'est quand même ce que je vous citer tout à l'heure. C'est quand même, je veux dire, une disqualification des logiciels libres d'une puissance incroyable. Ne pas pouvoir récupérer son bulletin de salaire autrement que sur un navigateur, c'est un scandale. On est dans quelque chose qui disqualifie complètement la démocratie. Donc c'est plutôt des assemblages, ça va avancer petit à petit, mais il faut aussi, je ne sais pas si vous du livre ici, peut-être que ça va faire rapport, mais je bosse avec eux depuis longtemps, il faut aussi qu'ils bougent, il faut aussi qu'ils viennent dans la médiation numérique, il faut aussi qu'ils travaillent avec les collectifs enseignants, qu'ils travaillent avec les ressourceries et l'institution d'activité. Oui, je pense que des lieux comme les nôtres, c'est vraiment des questions qu'on se pose quand on met en place un espace numérique, c'est-à-dire que nous, on voudrait justement promouvoir le libre parce qu'il est libre et parce qu'il est gratuit, et en même temps on sait que il faut avoir cette position où les gens vont pas pouvoir accéder tout de suite parce qu'ils ont des habitudes, parce que ceux qui ont justement le moins d'habitudes numériques, ce qu'ils connaissent, c'est important qu'ils le retrouvent pour s'y retrouver, et que nous, on a vraiment un rôle à jouer dans le passage. Après, pendant longtemps, le libre était aussi des fois un peu arc-bouté sur
sur ces libertés justement et avait du mal à faire la jonction avec ceux qui ne maîtrisaient pas ou qui ne connaissaient pas le livre. Enfin, ça change quand même parce qu'il y a déjà plusieurs années, on s'est réunis en tant qu'acteurs associatifs du territoire avec une association Libre à toi à Quindiac qui nous proposait justement de passer au libre et puis d'encourager ce passage-là. Mais je vous rejoins, je trouve que le fait que l'éducation nationale fasse la promotion de Microsoft, aussi bien au niveau de l'éducation numérique des enfants, mais aussi des parents en offrant avec des codes d'accès personnel, accès à tout un tas de fonctionnalités Microsoft, je trouve ça très problématique parce que c'est des enfants qui du coup développent des habitudes et qui se retrouvent perdus si on les met devant un Linux ou Ubuntu et que ça c'est quand même c'est quand même assez étonnant. C'est étonnant qu'il faille avoir Chrome pour accéder aux fonctionnalités de la plupart des ENT. Je pense que c'est plus de 80%. Je l'ai expérimenté pendant le confinement. Donc, voilà, faut que nous on impulse et on accompagne ce changement-là, mais il faut que au niveau de l'État ça se passe, quoi. Richard Hanna. Oui, quelques éléments d'abord négatifs et d'autres positifs. Négatifs aussi sur les aspects en appareil marketing, mais il y a aussi les GAFAM, les Microsoft et compagnie. C'est très bien expliqué dans un bouquin qui s'appelle Le désastre de l'école numérique par Philippe Biwix et Karine Movilis. En fait, les éditeurs ont proposé des outils gratuits, quasi gratuits ou très très peu coûteux en fait, notamment dans les écoles. C'est très bien expliqué dans le bouquin et du coup ça a créé une dépendance en fait. C'est comme aujourd'hui on utilise, peut-être que vous l'utilisez au quotidien, Google Doc, Google Sheet, etc. Mais voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est gratuit mais c'est vous le produit. Donc voilà, le côté négatif c'est aussi l'aspect, ils ont une force de frappe et de lobbying assez intense, donc c'est difficile d'en sortir. Et pour les côtés positifs, c'est qu'il y a des très bons exemples de passage au libre. Alors je vais prendre des luttes peut-être dans certaines écoles où des enseignants ont volontairement mis du libre en court-circuitant les volontés des ministères, etc. Les gendarmes, depuis très longtemps, sont sur du libre, depuis très très longtemps en fait, et ça fonctionne très bien. Bon après, ils doivent peut-être s'améliorer sur l'aspect matériel, notamment des smartphones les smartphones et ordinateurs qui sont détruits pour des raisons de sécurité, plutôt que réemployer, recycler. Mais je pense que, j'ai pas trop d'infos là-dessus. Faut qu'on aille chercher les infos, mais quand même, ils poussent la durée de vie des équipements assez longtemps. Ouais. Voilà, pour le côté positif. Et alors peut-être vous pouvez nous parler des guides, des bonnes pratiques qui sont disponibles sur Internet. Oui, je ne sais pas si pareil, je passe les slides ou. On peut. Donc oui, juste pour parler de la mission interministérielle, on a deux axes de travail. On travaille sur l'accompagnement de l'administration centrale à établir ses plans d'action, ses actions, au-delà des éco-gestes individuels, mais vraiment sur le périmètre des organisations. Donc effectivement, il y a ces plans d'action et il y a le deuxième aspect de notre travail, c'est de documenter la démarche. Et effectivement, c'est des documents qu'on a produits. Tu le disais tout à l'heure avec de la coopération, ben là ça a marché. Ça a marché, mais avec un pilotage quand même, il fallait bien piloter le sujet. Donc notamment, celui-là, c'est avec l'Institut du numérique responsable, donc une association de collectivités et d'entreprises. Donc on a réuni dans un document un ensemble de bonnes pratiques. Je ne sais pas si on peut passer à la suite. Donc par exemple, ça se présente comme ça, donc ça c'est le PDF, mais tout ça est disponible aussi en ligne pour des questions d'interopérabilité, d'accessibilité. Ça se présente sous forme de bonnes pratiques avec à chaque fois des indicateurs de suivi, de pilotage, voilà, de difficultés. Et puis on a traité plein de sujets, l'achat, le réemploi, la conception de services numériques, les centres de données. Vraiment, il y a vraiment pour tout le monde, sensibilisation, gouvernance, etc.
Autre document qu'on a produit, notamment avec la direction des achats de l'État et avec beaucoup de contributions d'entreprises aussi, hein, pas que c'est pas resté dans un périmètre secteur public, de collectivités, etc. Donc le guide d'achat avec des clauses environnementales et sociales à intégrer dans l'achat, que ce soit la commande publique ou ça peut être utilisé dans le privé ou l'associatif. Quelles sont les bonnes questions à poser aux acteurs, aux fournisseurs, aux acteurs de l'ESS, hein. Il y a ces sujets-là d'ailleurs, de promotion des acteurs de l'ESS, pour un tas de raisons, hein. Tout est expliqué dans ce guide. Et puis il y a une fiche logicielle qui va arriver prochainement, ça fait 1 an qu'on y travaille, pour vous passer à la suite. Et puis pour la conception de services numériques, on a produit aussi, pareil, co-création, etc., avec beaucoup d'acteurs, notamment l'ADEME, Institut du numérique et transfert, je ne vais pas tous les citer, ministère de la transition écologique. Le référentiel d'éco-conception de services numériques qui s'adresse vraiment à tous les métiers, pas qu'aux développeurs, hein, ça c'est une grosse erreur, c'est développeurs, développeuses, hein, je mets tout au féminin. C'est aussi la stratégie, les maîtrises d'œuvre, enfin, les utilisateurs aussi, il faut les intégrer dans cette démarche, les contributeurs, les rédacteurs, le marketing, la communication, les testeurs, ceux qui s'occupent du data center. Enfin, vraiment, on a essayé de voir assez large, mais synthétisé dans un document de 79 critères et de bonnes pratiques. On peut passer à la suite. Je n'arrive pas à voir. C'est un exemple de critères dans le référentiel. Donc, un des plus importants, c'est rendre compatible les services numériques avec les équipements les plus anciens possibles. Parce que souvent, on nous pose la question, ou on nous dit, oui, l'éco-conception, c'est réduire l'empreinte ou la consommation énergétique des services numériques. C'est un sujet, mais peut-être pas en France où on est un peu en énergie bas carbone. La vraie problématique, c'est l'allongement de durée de vie des équipements. Et pour les services numériques, c'est ça, c'est réduire l'obsolescence des équipements, ne pas créer de l'obsolescence même par nos services numériques. Imaginez le site de Pôle emploi où les fiches de paie qui sont accessibles que sur Chrome, c'est un enjeu d'éco-conception. Passer à la suite. Une boîte à outils, voilà, quelques outils de mesure notamment, plutôt dédiés soit développeurs, soit si vous voulez mesurer votre parc informatique, des outils libres, gratuits, accessibles. Donc on a référencé, on a mis quelques indicateurs, à quoi ils servent, etc. Oui, juste pour signaler aussi qu'à l'automne dernier, au numérique en commun national, peut-être que vous y étiez, on a fait un travail, on a fait des ateliers sur à la fois le reconditionnement, comment rendre ça, comment promouvoir le reconditionnement, le réemploi, et puis sur le deuxième sujet, c'était sur promouvoir la sobriété. Donc je passe rapidement, mais tout ça est à retrouver sur le site de numérique en commun. Et puis, prochainement, je crois que c'est demain, ou si on a le temps de finir, ou la semaine prochaine, donc on a des restitutions de temps en temps sur des sujets, puisqu'on nous dit le sujet environnemental est opposé au sujet de cybersécurité. Et en fait, pas du tout. Donc on a documenté toute cette démarche-là, toutes les synergies possibles entre protection des données, cybersécurité et les enjeux environnementaux. Donc ça apparaît très très bientôt. Donc une grosse boîte à outils dans laquelle on peut aller piocher. Hein. Ouais. On peut passer rapidement. Bientôt aussi, on va diffuser les plans d'action des ministères pour essayer voilà, que ça soit transparent, que ça puisse voilà, montrer l'exemplarité de l'État et aussi inciter d'autres organisations, collectivités ou entreprises à piocher dedans et à faire aussi leur plan d'action. Voilà. Merci. Merci. Et alors chez Orange, qu'est-ce qu'on fait pour l'environnement? Alors d'abord, on fait aussi des guides. Et tout à l'heure, j'ai oublié de vous dire, mais on a nous un site bienvivreledigital.com qui recense toutes les activités dont je vous ai parlé, notamment sur l'inclusion, mais aussi sur les risques du digital, sur comment résister au tsunami et à utiliser que ce qui est utile dans le digital et pas forcément le tout venant. Donc bien vivre digital, vous retrouverez aussi les ateliers numériques.
Alors sur l'environnement, on fait aussi beaucoup de choses. Nous, dans le secteur des télécommunications, le zéro carbone, c'est un horizon 2050. Et nous, on a tout de suite dit, nous, ce sera 10 ans avant. Donc aujourd'hui, en 2040, on se veut être neutre d'un point de vue carbone. Ce qui est compliqué, forcément, mais sur lequel, c'est un chemin sur lequel on est déjà en bonne voie. Je vais vous donner deux, trois idées. Et naturellement, quand je parle de la neutralité carbone, alors vous savez, il y a les 3 niveaux, et forcément, nous, on pourrait dire, oui, mais alors les GAFAM, tant qu'ils envoient du contenu, du truc, sans d'ailleurs payer aucun réseau, nous, on paye le réseau, et eux, ils s'appuient dessus gratuitement. Bon, ça, c'est d'autres débats qu'on aura peut-être un autre jour. Mais aujourd'hui, on ne peut pas être responsable de toute la chaîne, ni non plus des parents qui laissent leurs enfants non-stop sur des écrans, quels qu'ils soient. Donc la neutralité, elle va être sur le premier cercle, mais elle est impactante forcément sur les cercles de niveau 2 et 3. On a 3 leviers d'action, donc l'efficacité énergétique, je vous en parlais sur notre propre cœur de métier sur les réseaux. Aujourd'hui, la 5G, elle a été développée c'est la première norme mobile qui a été éco-conçue. Et elle est aujourd'hui, telle qu'on vient de la lancer, notamment à Clermont, elle est 3-4 fois moins gourmande que la 4G. Et elle sera 10 fois moins gourmande quand on aura installé les cœurs de réseau qui vont avec. C'est-à-dire qu'en fait, les antennes, elles sont dynamiques. Elles n'émettent pas non-stop, elles émettent en fonction de la sollicitation qu'elles ont. Mais son installation, quand même, elle est énergivore. On peut pas 5G, bien sûr, je peux vous dire que ça ne coûte rien, que et voilà. En revanche, elle est, et c'est ça qui est plutôt vertueux dans l'histoire, c'est qu'elle a été développée pour être moins énergivore. Après, je vous parle de l'énergie, du coût énergie au giga. Et bien sûr, tant qu'on a des courbes exponentielles d'utilisation de giga, pas forcément. Donc ça, c'est un autre débat sur l'usage. En revanche, sur la conception et la technique, c'est plutôt encourageant. La fibre qu'on est en train de déployer aujourd'hui, depuis cette année, il y a plus de clients chez Orange, mais chez nos concurrents, qui sont sur la fibre que sur le cuivre. Donc ça y est, on a fait la bascule. On a hâte que d'ailleurs tout le monde passe sur la fibre, puisque, je le rappelle, pour les Auvergnats, à la fin de l'année, on aura 91% des logements éligibles à la fibre. Il reste 10%, les fameux 10%, mais ils seront comblés d'ici 2025 grâce à la région et aux différents départements d'ailleurs. Pour les zones donc plus rurales. Il y a la fibre aujourd'hui, c'est 4 fois moins énergivore que le cuivre, qui est une techno forcément développée il y a déjà 50 ans. Donc ça, c'est sur l'efficacité. Bien sûr, nous aussi, en tant que... Nous, en France, on est 90 000, donc déjà, ça rayonne. Donc on a des bâtiments, on a réduit énormément depuis 2015. L'objectif, c'était de faire moins 30% par rapport à 2025, donc là, dans 3 ans. On suit les bonnes courbes, donc on consomme de moins en moins. On allume les clims qu'au 1er juin, même s'il y a une canicule en mai, ce qui est pu arriver. Donc bon, on est un peu chaud, mais voilà, on s'adapte. Le parc aussi de véhicules passe en électrique. Alors bien sûr, il y a d'autres débats sur l'électrique, je ne rentrerai pas, mais bon, peut-être que c'est... bon voilà. En tout cas, on est aussi, alors bien sûr, sur le restant, c'est-à-dire qu'être neutre, ça veut dire être totalement neutre. Mais on sait bien que nous, dès le départ, on aura 20% d'incompressibilité, et donc qui passe après par du rachat ou d'énergie verte. Donc on l'a fait pas très loin d'ailleurs, le premier rachat d'énergie verte, c'était avec Boralex en Haute-Loire. Donc on rachète pendant 5 ans 67 gigawattheures par an d'énergie. Nos data centers, ils sont maintenant tous développés, depuis maintenant 6 ans, en ce qu'on appelle en free cooling, donc avec du refroidissement naturel. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que maintenant il n'y a plus de conso, etc. Les consommations sont exponentielles. Donc voilà, mais au moins, on fait aussi notre petite goutte du colibri, et on espère que c'est même un gros bassin. Donc voilà, et alors et on a aussi, là sur de la plantation carbone, mais je le cite juste parce que c'est dans l'Allier, donc c'est des initiatives qui ont été faites assez rapidement en Auvergne, et pas que ou à Paris ou ailleurs, donc ça c'est à Saint-Aubin-le-Monial.
On produit maintenant nos poteaux, on les fait plus en bois. Alors on pourrait se dire, ah oui, mais vous êtes plus écolo, parce que le bois c'était écolo, puis il y avait toute une filière. En revanche, les poteaux en bois, ils étaient archi-traités, énormément impactants. On a maintenant des poteaux composites, en plus moins dangereux pour la circulation, etc., s'il y a des impacts. Je parle des poteaux en bord de route, qu'on a encore un peu. Et bien voilà, c'est une première cette année, c'est produit en France, et là encore dans l'Allier. Et c'est le seul producteur en France. Avant c'était en Sicile, voire plus loin. Donc il y a des choses quand même qui sont faites. Et je terminerai par notre programme RE. Donc RE pour reconditionnement, pour réparation, pour recyclage. C'est important aujourd'hui, nous on collecte énormément de téléphones dans nos boutiques. Donc aujourd'hui c'est à peu près juste sur l'Auvergne, donc sur cette boutique c'est 3500 par an qu'on en récolte. Je me tourne vers vous parce qu'en fait la semaine dernière on parlait avec une association de consommateurs qui nous parlait de vous. Et je me suis dit, ah, c'est bien, on va les voir la semaine prochaine parce que nous on travaille avec les manufs internationales qui recyclent donc les téléphones ou qui les reconditionnent, mais je sais pas très avec Emmaüs, donc c'est pas très loin, mais on pourrait imaginer aussi des bacs de... Je suis trop long. Non, alors, mais de toute façon, je termine. Et donc, on a aussi l'objectif de monter, maintenant on est à 8%, on veut monter à 10, à 15, à 20% de terminaux qu'on vend en boutique, mais qui sont des terminaux reconditionnés. Et ça marche très bien. Alors ça marche bien à partir du moment où on a commencé à vendre aussi des iPhones reconditionnés. Mais voilà, tout ça pour essayer qu'on soit moins dans cette ultra-consommation, et puis qu'on raisonne un petit peu tout ça et qu'on recycle et qu'on arrête en effet de... Alors je suis un peu la gardienne du temps. Normalement on doit terminer là pour aller manger, profiter du food truck qui est juste à côté. Est-ce qu'on peut prendre 10 minutes? On peut déborder sur une dizaine de minutes, on peut prendre quelques questions et voilà, tout le monde aura mangé quand même, hein. C'est tout. Alors, oui, complétez. Non, j'avais quelques questions. Bon, désolé, je vais être un peu poil à gratter, mais sur la neutralité carbone, du coup, vous avez parlé de travail sur le scope 1 et scope 2. Mais en fait, il y a le donc, scope 1, pour ceux qui ne connaissent pas, donc scope 1, c'est production d'énergie. A priori, personne ne produit de l'énergie, enfin, a priori. Scope 2, c'est consommation d'énergie, grosso modo. Vous me dites si je dis des bêtises. Et scope 3, c'est à la fois l'approvisionnement en équipement, en matière, etc. et aussi l'aspect client. Donc déjà, en fait, on considère notamment dans le numérique que le scope 3 c'est le plus important en fait. C'est 90%, donc comment... donc la question c'est, est-ce que vous allez quand même aller sur le scope 3 ? Deuxième question, c'est il y a un avis de l'ADEME sur la neutralité carbone et ils disent que physiquement, c'est pas possible d'avoir de la neutralité carbone sur des organisations ou sur un territoire. Éventuellement, c'est toléré de la neutralité carbone sur les pays parce que effectivement, il y a eu les différentes COP avec des engagements de neutralité carbone sur l'échelle des pays. Voilà, que pensez-vous de l'avis de l'ADEME? Est-ce que c'est l'ADEME qui se trompe? Est-ce que c'est les GAFAM, les éditeurs, les entreprises qui mentent? Enfin, c'est quoi la bonne réponse là-dedans? Sachant que on parle de neutralité carbone, mais à quelle échelle en fait? On produit quand même de la pollution. Vous voulez dire que c'est pas de la poudre aux yeux? En fait, pour moi, c'est de l'écriture comptable, en fait. Enfin, pour moi et pour pas mal de gens qui étudient la neutralité carbone, où en fait, derrière, on va planter des arbres qui auront déjà... il y a un problème de diversité des arbres qu'on va planter. Et puis, à l'échelle, en fait, combien de temps vont pousser ces arbres? Donc, il y a une question d'échelle. Il faut attendre 20, 30 ans, 40 ans que les arbres puissent commencer à vraiment capter du carbone. Sauf qu'on n'a plus le temps. Plus en croissance qu'à la fin. Et ensuite, les forêts sont aussi impactées par le changement climatique. Ce sont des mesures compensatoires, c'est ça? Oui, c'est ce que je disais, les incompressibles, parce que personne n'y arrivera. Cette question-là... Et puis, je ne sais pas si on laisse répondre Olivier Dantin. Peut-être, non, juste, pardon, troisième question un peu poil à gratter sur l'aspect RE, qui est une super initiative, mais il y a toujours cette ambivalence qui est un peu gênante entre les smartphones proposés à 1 euro et les actions de recyclage, de réemploi. Donc, comment vous gérez ça, cette ambivalence-là, en fait? Désolé, mais...
Non, vous avez raison. Alors la première, bon, cibler le zéro, c'est clair que c'est pas possible. Enfin, de toute façon, c'est pour ça que je dis, bah oui, il y aura de la compensation. Et donc, mais déjà faire les efforts, je pense que c'est le principe même des COP, et c'est de se dire, à un moment, ce qu'on faisait sans penser, et puis la consommation énergétique, c'est quand même toujours mieux que de rien faire. Sur les scopes, oui, j'ai fait un petit amalgame, mais en effet, le scope 3, enfin, les clients, ce que je disais, on en est responsable, même s'il va être difficile de maîtriser vraiment leurs usages et leurs événements. Là, vous avez tout à fait... Et les fournisseurs, parce que nous, on ne produit pas de téléphone portable, hein, donc nous, on produit des réseaux, on essaye de faire que ce soit le moins... Mais on vend des téléphones, puisque c'est l'utilisation après des réseaux. Mais après, il y a plein de gens qui vendent des téléphones, hein. Nous, on en vend parce que ça semble logique. Voilà, donc on essaye que ça devienne de plus en plus un peu plus simple. On continue à subventionner, et ça c'est une vraie question qu'on a depuis pas mal d'années, avec des programmes de fidélité. Au bout de 2 ans, on a un tarif préférentiel, etc. Et il y a une vraie réflexion là-dessus. Le problème, c'est qu'elle n'est pas encore prise multi-opérateur, c'est-à-dire que celui qui arrêtera, voilà, perdra forcément des opérateurs privés, donc commerciaux. Et c'est vrai que ça, c'est délicat. Alors, pour l'instant, on compense, mais ça ne compense pas tout. Mais je suis assez d'accord, et moi, à titre personnel, je suis assez d'accord qu'on continue. Bon, c'est pas moi qui décide, hein, moi je suis le délégué régional. Mais vous avez raison, là-dessus, on est un peu entre deux chaises. Voilà, mais le but du jeu, c'est pas qu'on soit pur à 100% en 2040, enfin, on le saura peut-être pas, et puis notre scope 3, il aura peut-être fait n'importe quoi d'ici là, en laissant les télés allumées, les téléphones et machin. Mais voilà, je pense que c'est déjà pas mal de faire à un niveau très massif, parce que Orange, c'est encore beaucoup de salariés, c'est énormément de clients. C'est des très gros réseaux un peu partout dans le monde. S'ils peuvent être déjà plus économes et moins impactants, c'est déjà pas mal. Est-ce que ce sera parfait? Je ne sais pas. Pascal Plantard, vous vouliez réagir? Oui, j'avais envie de réagir à l'ensemble de la demande, en fait, en remerciant des différents échanges de points de vue sur 3 questions au prisme de ce que nous avons appris, et les recherches sont en train de sortir, les 2 années de confinement, de Covid, etc. Alors, première chose, la question des communs. Je suis en train de repolagrater un peu, mais il me semble que les données qu'on a fait remonter de ce qui s'est passé à l'école et dans l'enseignement supérieur démontrent absolument, sans aucun doute, que les structures libres et les structures souveraines, c'est-à-dire en gros les dispositifs d'environnement numérique scolaire, les environnements numériques de travail, qui étaient sur base de logiciels libres, la plateforme qui circule le plus dans l'enseignement supérieur et qui est présente dans une seule ENT française, c'est Moodle, communauté internationale, dans laquelle on peut faire tout un tas de choses, etc. Moodle a 10 fois mieux résisté que tous les autres ENT, je me retourne à les élus, que les élus des régions ont acheté pour équiper les lycées, voire les universités. Quand je dis acheter, Orange l'a vendu, mais il n'y a pas Orange, il y a, on va dire, les grosses appétits des EdTech. C'est pas possible, c'est simplement pas possible. On était en train, je crois que je ne sais plus le nombre de tribunes que je signe. Il me semble que j'ai aussi signé une tribune pour demander, d'ailleurs avec l'accord de leur producteur, que Pronote soit finalement nationalisé. Pronote, au départ, c'est une boîte qui a été produite par les enseignants, dont l'usage est largement répandu. Il y a tout un courant, y compris eux d'ailleurs, qui sont en train de se dire mais on est un bien commun en fait. Et un ENT scolaire, un ENT universitaire, je parle de l'enseignement public et des universités publiques, les écoles publiques font quelque chose, c'est un autre sujet, mais au minimum, ça devrait revenir au commun dont on parlait tout à l'heure. Évidemment, ça ne dépasse pas des décisions, des lobbying, etc. Deuxième question, de quoi la médiation numérique est-elle le nom? Alors, je reviens sur les interventions passées, en particulier sur la première. Je vais aussi m'adresser aux conseillers numériques, aux médiateurs numériques qui sont dans la salle. L'urgence, ça ne marche pas. Ça ne marche jamais. Dans mon expérience, j'ai commencé dans un
tiers-lieu en tant que médiateur numérique éducateur qui s'appelle CATIN, Institut d'initiation à l'informatique individuelle, un programme du ministère de la Culture dont le créateur m'a avoué, ce que j'ai rencontré depuis, qu'il avait mis le nom Catherine, il a mis Catherine en référence à Catherine de... Vous voyez bien, il a l'imaginaire. Faut que c'est des lieux en fait, de médiation et de création numérique culturelle, clairement culturelle. Je saute 30 ans. La thèse d'Amélie Curet qui fait l'état des lieux de médiation numérique, je crois en 2018-2019. Les lieux de médiation numérique en France sont massivement dans les bibliothèques médiathèques. Et les centres sociaux sont très très loin derrière. Donc attention à cet effet de flou, parce qu'il y a une urgence sociale, parce qu'il y a Emmanuel Sonnet, parce qu'il y a une vraie urgence sociale. Clairement, nous on suit tout à l'heure, on a suivi un territoire en centre-Bretagne très rural, on a été immergé pendant 3 ans. Répondre à la demande, évidemment que les travailleurs sociaux, les médiateurs numériques, répondent à la demande urgente de quelqu'un complètement dans la banale, complètement éloigné du numérique, qui a absolument besoin de ses droits pour vivre, etc. Et puis il va répondre une deuxième fois, parce qu'en fait la personne en question ne donne aucun sens aux actions qui se sont produites pour récupérer ses droits, donc il va réoublier son code, son machin, il va revenir une deuxième fois. Si le pas de côté n'est pas fait de l'urgence vers la culture, en fait, culture numérique, eh bien, on finit par avoir des gens qui se lassent et qui décrochent, des usagers qui se lassent et qui décrochent, et des médiateurs numériques ou des conseillers numériques qui vont être épuisés, débordés à traiter les urgences d'un à l'autre. Donc la médiation numérique, elle est culturelle, qu'on le veuille ou non, c'est un processus qui s'est installé depuis longtemps. Et il faut prendre ça en compte, et il faut, quand on parle des formations tout à l'heure, et c'est valable aussi pour les formations d'Orange, et c'est valable aussi pour les bénévoles, c'est pas au numérique qu'on doit former, c'est à la médiation numérique en tant qu'elle intègre à la fois les pratiques, on va dire, instrumentales, directes, les des outils, mais aussi les enjeux, avec ces nouveaux enjeux complètement écologiques. Et puis le dernier point qui est vraiment intéressant, et merci d'avoir fait ce pas de côté parce que vous manquiez à mon tableau. Depuis que je refais les conférences après le confinement, je me suis rendu compte que la plupart des réactions dans la salle ne faisaient plus une séparation radicale entre la posture professionnelle et la posture personnelle. Et ça, c'est un truc absolument incroyable. Avant, j'avais des élus, des médiateurs numériques, des travailleurs sociaux, des enseignants qui disaient moi, prof de, moi, élu de, etc., etc. Depuis, et ça a commencé avec les états généraux du numérique éducatif, depuis, j'ai eu des gens, oui, je suis chef d'établissement, je suis chef d'établissement en Corse, mais ma femme est soignante à l'hôpital, on a 3 enfants scolarisés, c'est l'enfer. Et il a écrit cet enfer-là, alors que 2 années précédemment, j'entendais jamais ça. Donc, un des acquis, en fait, par rapport à ce que je racontais sur le collaboratif, sur le bien commun, je pense qu'il y a une prise de conscience un peu généralisée, un peu sourde aussi. La presse a changé aussi. On voit plus d'articles de fond, on voit moins de panique morale sur des sujets radicalisation, etc. Oui, il y en a encore dans certains niveaux, je ne citerai pas. Mais il y en a d'autres qui travaillent avec des journalistes, qui travaillent le fond, qui s'inspirent des travaux de recherche, etc. Et il me semble que c'est vraiment le moment, en fait, de votre sollicitation, me concernant en tout cas, d'articuler médiation numérique et des transitions écologiques. C'est vraiment le moment où il faut appuyer. Là, il faut aller plus vite, en fait. Et faire en sorte. Vous pensez qu'on est mûr? Oui, c'est ça. Mais après, je suis en train de vous raconter des choses qui sont sur une perspective longue. Après 10 ans, où j'ai rencontré, par exemple, tu citais le point tout à l'heure sur l'éducation, où j'ai rencontré des gens qui étaient pour le numérique à l'école ou contre le numérique à l'école. La plupart du temps, la ligne de partage se faisait en fonction du discours du ministre. On était dans
l'idéologie pure. Je ne vais pas dire que voilà, on vient de changer de milice, donc profitons aussi de ce moment d'inspiration. Là, il s'est passé autre chose, que ce soit chez les parents, chez les usagers en général. Et ça, c'est vraiment important. Est-ce que je peux juste ajouter une info? Et après, on va... Parce que je dis qu'on n'était pas très bon du point de vue éco-responsable, mais la Licorne et d'autres structures qui sont ici font partie d'un réseau d'éducation à l'image qui s'appelle le Collimateur. Et donc sur la région Auvergne, qui est emmenée par l'association Plein la Bobine, qui est un peu le moteur de ce réseau. Et en fait, on est en train de travailler sur la mutualisation du matériel, parce que voilà, on peut réparer, réemployer, mais on peut aussi, comme on l'a vu, partager. Voilà, il y a des choses, on s'en sert pas tous les jours. Pour faire de la médiation numérique, il faut beaucoup de matériel souvent, mais on n'a pas besoin tous de tout acheter. Et du coup, je vous encourage éventuellement à nous rejoindre si votre structure correspond à nos objectifs, mais aussi éventuellement à avoir d'autres initiatives dans ce sens-là. Il y a beaucoup de CNFS aujourd'hui, je ne sais pas, il y a des choses qui peuvent peut-être s'imaginer pour mutualiser du matériel. Et j'en profite pour remercier la médiathèque départementale du Puy-de-Dôme qui, avant qu'on puisse mettre ça en place, nous aide déjà beaucoup en nous prêtant du matériel numérique. Eh bien, merci à tous les 5 pour cette matinée enrichissante. Merci à vous tous d'avoir assisté à ces échanges, d'avoir été attentifs. Maintenant, ça va être place du buffet, je crois, qui est à l'extérieur, préparer le chantier par le chantier d'insertion hors les murs de l'API, la commémoration de jeudi soir. Vous avez aussi la possibilité d'accéder à des ressources pédagogiques numériques de la médiathèque départementale du Puy-de-Dôme dans le hall d'accueil de la salle de spectacle animatif. Il ne faut pas hésiter à aller les voir entre midi et 2, me souffle monsieur à l'oreillette. Merci à vous tous et à très bientôt.